Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous le disais la semaine passée, le numéro d'Historia en kiosque en ce moment consacre un grand dossier au droit de vote des femmes dont on va célébrer le 80e anniversaire là dans quelques jours. Ce dossier s'intitule « Citoyenne, un si long combat » et il porte essentiellement sur la lutte politique des Françaises pour obtenir le droit de voter, d'élire donc, mais aussi, et c'est tout aussi important, d'être élues elles-mêmes. Plus généralement, ce combat de longue haleine s'inscrit dans toute une logique d'émancipation de la moitié féminine de la société. Les femmes n'ont conquis leurs différents droits que très progressivement, on peut dire vraiment au compte-gouttes. Alors il serait fastidieux de remonter au Moyen-Âge ou à l'époque moderne pour y décrire la condition des femmes en France. Ça n'empêche pas de revenir sur un certain nombre de conquêtes symboliques. Les premières fois, si je puis dire. Alors, commençons peut-être par rappeler, par exemple, qu'il y a à peine plus de 10 ans, porter le pantalon pour une femme était officiellement, je dis bien officiellement, interdit en France. Évidemment, dans la pratique, les femmes portaient quotidiennement des pantalons depuis bien longtemps. Mais en théorie, l'abrogation de l'ordonnance qui interdisait aux femmes de porter ce vêtement ne date que de 2013. Cette ordonnance d'interdiction, c'était celle du 16 Brumaire en 9, donc elle remontait à Bonaparte en l'an 1800. On sait que le futur empereur Napoléon avait du monde une conception qu'on pourrait qualifier d'un peu machiste. Pour lui, la femme, je cite, la femme appartient à l'homme comme l'arbre au jardinier. Oui, c'est une façon assez rétrograde de voir les choses et ça a été beaucoup reproché à Napoléon, bien entendu. Très tôt, au XIXe siècle, on a quand même vu des femmes de caractère, et bien sûr, on pense toujours à George Sand, pour enfreindre cet interdit et pour en enfreindre quelques autres. En attendant, disons que jusque dans l'entre-deux-guerres, avec la mode à la garçonne, le fait pour une femme de porter des pantalons, à l'époque on disait les pantalons, cette audace était considérée comme quelque chose de presque sacrilège. Nos arrière-grand-mères ne pouvaient pas impunément porter des pantalons, il faut en être conscient. Il va falloir attendre 1960, avec Courrèges, bien sûr, et puis plus tard Yves Saint-Laurent, évidemment, pour changer le regard sur ce vêtement. Et si aujourd'hui les femmes sont toujours, très souvent en pantalon, on peut dire que c'est une chose donc très récente. Mais au-delà, il y a des droits bien plus essentiels qui ont été difficiles à acquérir. Et je m'adresse à toutes nos auditrices. Vous qui nous écoutez, mesdames, vous le savez, jusqu'en 1907, les femmes n'avaient pas le droit de percevoir un salaire. Par exemple, quand elles travaillaient, le salaire était versé à leur mari. Jusqu'en 1907. Inutile de vous dire que beaucoup d'entre elles s'arrangeaient de cette situation. On trouvait toujours des subterfuges, mais enfin, légalement, c'était ainsi. Jusqu'en 1938, une femme mariée ne pouvait même pas obtenir une carte d'identité ou un passeport sans l'autorisation de son époux. Et plus étonnant peut-être, il va falloir attendre le 13 juillet 1965 pour que les femmes puissent ouvrir un compte en banque sans rien demander à personne. N'oubliez pas que jusqu'en 1970, dans les ménages, les hommes étaient systématiquement considérés comme chefs de famille. Jusqu'en 1975, les maris pouvaient choisir les relations de leurs épouses, en tout cas en théorie, parce que vous doutez bien que dans la pratique, heureusement, il y avait beaucoup d'aménagements avec ces règles officielles. Mais encore une fois, ce qui compte et ce qui est intéressant, ce sont les repères officiels tels que la société les établit. Plus généralement et pendant très longtemps, bien des professions ont été interdites aux femmes. Et pendant toute cette semaine spéciale, je vais avoir l'occasion de revenir sur les cas spectaculaires de la mathématicienne antique Hypatie d'Alexandrie, qui a littéralement bravé alors elle des interdits incroyables dès l'Antiquité. On va parler des virtuoses du violon qu'ont été les sœurs Milanolo en Italie, de Julie Victoire d'Aubier, la première femme titulaire du baccalauréat. Une petite précision. D'ailleurs, l'admission générale des filles au bac et donc à l'université, parce que pour entrer à l'université, il faut avoir le baccalauréat, l'université n'a été ouverte aux femmes qu'en 1924, sous le ministère Poincaré. Le ministre de l'époque, il faut le citer, c'était à l'époque Léon Bérard.
Vendredi, je vous parlerai aussi d'une des premières grandes femmes d'affaires, Helena Rubinstein, surnommée l'impératrice de la beauté. Mais dès aujourd'hui, si vous êtes d'accord, je voudrais faire sortir de l'ombre un certain nombre de figures de cette espèce de longue, de grande, d'impossible avant-garde. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a un demi-siècle déjà, dans une somme magnifique de plus de 1000 pages qui s'intitulait « Histoire des Françaises », c'était paru chez Perrin, Alain Decaux écrivait ceci. « Je les ai suivies à la trace, ces femmes, dans leur prodigieux devenir, admirant qu'elles aient pu survivre dans le cadre féroce de la préhistoire où tout, pour la plus chétive des races, était péril et menace. M'étonnant de découvrir que la Gauloise déjà subissait l'omnipotence du mal, mais que déjà elle palliait cette misogynie par l'intelligence, voire la ruse. Constatant, avec les premières dynasties qui régnèrent sur la France, que la femme perdait à peu près son existence légale, écoutant les défenses isolées que tentaient de leur sexe au Moyen-Âge de très rares femmes, scrutant les lois peu à peu forgées au long des générations et enregistrant l'indiscutable réalité, ces lois, quel que soit le temps ou le monarque, ont consacré la soumission de la femme à l'homme. C'est ainsi, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, ce qui ne veut pas dire que toutes se soient inclinées devant la loi. L'histoire est là qui prouve avec éclat la volonté tranquille et continue des Françaises de briser les cadres trop rigides et de s'assurer en fait que ce qu'on leur refusait en droit. Oui, s'assurer en fait ce qu'on leur refusait en droit, ça aura longtemps été la pratique essentielle et salutaire pour toutes ces femmes qui cherchaient à trouver un moyen d'exister. Alain Decaux ajoute du reste qu'un grand nombre, je cite, des conquêtes que la loi consacre de nos jours avaient été réalisées déjà dans le passé. L'historien honnête, dit-il, se doit de distinguer le droit et le fait. En droit, les femmes n'accédaient pas à certaines charges. En fait, très souvent, elles ont tourné le droit. Et l'on sait que, notamment sous l'Ancien Régime, vous savez, il y avait le système des survivances, les charges pouvaient être héritées de père en fils, et lorsque le père venait à mourir et que le fils aîné, à ce moment-là, était encore mineur, eh bien, c'est l'épouse, la veuve, qui assumait la charge. Donc ça pouvait exister. D'ailleurs, il y aurait toute une émission à faire sur le rôle très particulier des veuves et sur les droits qui leur étaient accordés par la coutume. Il faut se marier pour s'émanciper dans le droit français, mais pendant très longtemps, le mariage était au contraire une forme de mise sous tutelle qui s'achevait avec le veuvage. Bref, je ferme cette parenthèse. Avec celui qui a été mon parrain dans ce métier, avec Alain Decaux, réexplorons, si vous le voulez, tous les champs possibles de l'activité humaine, à l'affût de celles pionnières pleines d'audace et souvent d'un grand doigté qui ont su gagner un à un de nouveaux champs de compétences au sexe qu'on disait faible et qui se révéla d'autant plus fort, à celles que, dans le titre de cette émission qui est aussi celui de cette semaine spéciale, j'ai appelé les repousseuses d'horizon. Par quoi commencer ? Je me disais que ce serait amusant d'évoquer les actrices, les comédiennes qui aujourd'hui tiennent évidemment le haut du pavé, mais il faut vous dire que pendant très longtemps, depuis la fin du Moyen-Âge, avec les mystères sur les parvis, jusqu'au début en tout cas du XVIe siècle, tous les rôles dans une pièce de théâtre, y compris les rôles féminins, étaient tenus par des hommes. Et c'est sous le roi François Ier qu'on voit une femme commencer à devenir actrice, c'est la femme d'un battleur. Elle s'engage dans une troupe que dirige un certain Antoine de l'Espronière et elle va jouer des rôles. C'est la première femme actrice. Son contrat lui réserve une somme annuelle de 12 livres tournois, ce qui est une somme tout à fait respectable. Elle doit jouer chaque jour, par ailleurs, des anticailles de Rome consistant en plusieurs histoires morales, farces et soubresauts, en telle manière que chacun qui assistera y prendra joyeuseté et récréation. Voyez donc que non seulement il y a eu, sous le règne de François Ier, une femme qui a joué la comédie. Elle a été la première. Je vous redis son nom, c'est Marie Ferré. Eh bien, cette Marie Ferré était non seulement la première de nos actrices, mais elle a été tout de suite la première des actrices comiques, car elle arrivait, ce qui devait être assez inouï à l'époque, mais elle devait profiter du caractère incongru, extrêmement singulier de sa position, pour faire rire les foules. Marie Ferré.
Un peu plus tard, on est là sous les règnes d'Henri IV et de Louis XIII, nous allons voir arriver la première ingénieure, première femme ingénieure. Elle avait épousé Jean du Châtelet, qui était baron de Beausoleil, donc elle était Madame de Beausoleil, Martine de Beausoleil, et il faut savoir que le baron de Beausoleil avait consacré sa vie à l'art des mines. Et oui, c'est l'époque où on creusait des galeries pour aller chercher des minerais. Et Martine est devenue la collaboratrice de son mari. Elle a étudié la géologie, elle a étudié l'art d'étayer, etc. Et puis petit à petit, eh bien, ça arrive de temps en temps. L'élève a dépassé le maître. Et cette femme qui n'avait pas son pareil pour maîtriser la géométrie, la mécanique, l'hydraulique, la minéralogie, la chimie, cette femme, Martine de Beausoleil, studieusement appliquée pendant 30 ans à ses ouvrages, nous dit la chronique, cette femme est devenue la première ingénieure. Alors, vous aurez bien compris qu'elle était ingénieure de droit et non pas véritablement de fait. Et bien sûr qu'elle n'a pas été bien acceptée à son époque. Les gens ne voulaient pas la voir. À plusieurs reprises, elle a manqué d'être lapidée par des paysans. Et finalement, pour mettre fin au désordre, et vous savez à quel point pour Richelieu le désordre était un problème, Richelieu, le cardinal de Richelieu, va la faire interner à Vincennes, au château de Vincennes, qui était une des prisons d'État de l'époque, et c'est là que Martine de Beausoleil mourra de maladie, de dénuement et de chagrin, nous dit la chronique. C'est une fin bien triste pour une femme qui, d'une certaine façon, avait porté haut les ambitions de son sexe, ce sexe qu'à l'époque on appelait le sexe faible, n'est-ce pas ? Alors, une comédienne, la première de toutes les comédiennes, Marie Ferré, la première de toutes les ingénieures, Martine de Beausoleil, qui a été la première femme linguiste, philologue, traductrice, la première femme à s'intéresser à la vie de la langue, c'est Madame Dacier, première des philologues françaises, Madame Dacier, qui a traduit Terence, Anacréon, la poétesse Sappho. Elle a été la première grande traductrice de l'Iliade et de l'Odyssée en France, et on peut dire que pendant des générations, les élèves, les jeunes gens ont découvert la littérature antique à travers les traductions qu'en donnait Madame Dacier. Et me direz-vous, la première femme à recevoir la Légion d'honneur, elle s'appelait Angélique Duchemin. En fait, on l'appelait Madame Brulon parce qu'elle avait épousé un certain Brulon. Elle était cantinière dans les armées de la Révolution. Il y avait énormément de femmes qui suivaient les armées, ce qu'on a tendance à souvent oublier, notamment des cantinières. Et quand son mari, le sergent Brulon, a été tué au combat, eh bien, elle a eu l'autorisation particulière. Il faut dire qu'on était dans une époque très particulière aussi, mais elle a eu l'autorisation de prendre la place de son mari. Elle a été gravement blessée en Corse. Elle est entrée la première dans Calvi en 1795. Elle a une autre blessure et là, cette fois, il faut qu'elle quitte l'armée. Eh bien, elle va être admise aux Invalides. Cette Madame Brulon, cette Angélique Duchemin. Et c'est alors vraiment beaucoup plus tard que Louis-Napoléon Bonaparte, devenu donc prince-président, il a été élu président de la République en 48, c'est lui qui lui remettra la croix de la Légion d'honneur en 1851. Alors, il y a d'autres femmes pionnières comme ça qu'on connaît peut-être un peu mieux. J'ai souvent eu l'occasion d'évoquer les exploits physiques d'un certain nombre d'entre elles, qu'on ne qualifiait pas à l'époque encore de sportives. L'ascension du Mont Blanc par Marie Paradis en 1808, rappelez-vous. Et puis 30 ans plus tard, Henriette d'Angéville qui fait cette ascension en tenue sportive, en tenue d'homme, si je puis dire, en 1838. Dans un autre registre, il y a la première femme syndicaliste. Vous la connaissez parce qu'on lui a déjà consacré une émission. C'était la grand-mère de Paul Gauguin, Flora Tristan, bien sûr. Et puis, je vous parlais l'autre jour de Jeanne Chauvin, qui, docteur en droit, en 1887, a sollicité, et pour une femme, c'était une grande première, son inscription au barreau. La première avocate en France date de 1887. On est donc là bientôt à la belle époque. On pourrait parler des grandes aviatrices, de Thérèse Pelletier, qui a été vraiment, on peut dire, elle, un pionnier de Élise Delaroche, la baronne de la Roche. En attendant, Marie Marvin, Maryse Bastier, Adrienne Bolland. Il faudrait aussi évoquer la première femme parachutiste, enfin, vous voyez. Et la première femme professeure d'université, me direz-vous. Bien, vous la connaissez, elle, puisque la première chaire de Sorbonne qui ait été attribuée à une femme a été décernée, évidemment, à Marie
Marie Curie, qui sera 2 fois prix Nobel. La première femme diplomate s'appelait Suzy Borel. C'était en 1929. On pourrait citer comme ça une infinité de cas dans une infinité de professions. Laissez-moi peut-être encore vous présenter la première femme magistrate en France dont il est question dans ce numéro d'Historia. La première femme juge, si vous préférez, Simone Rosès. Et là, ce n'était qu'en 1949. Les femmes, en ce premier tiers du XXe siècle, commencent donc à prendre d'assaut les hauts bastions que sont les allées du pouvoir. On a vu des femmes avocates, juges, conseillers d'État. La première femme major de l'ENA, c'était seulement en 1969, Françoise Chandernagor, que j'ai toujours grand plaisir à citer. En 1972, la première femme major de Polytechnique était Anne Chopinet, qui comptait parmi les 7 premières jeunes filles entrées à la prestigieuse école. On ne cite toujours qu'Anne Chopinet, mais elles étaient 7 en tout dans la première promotion ouverte aux femmes de l'école Polytechnique. Et puis, bien sûr, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, le médecin militaire et aviatrice Valérie André, qui est devenue en 1976 la première femme à recevoir en France les étoiles de général. Madame André est aujourd'hui centenaire et elle a fini sa carrière comme médecin général inspecteur du service de santé des armées. Ça a été un cas assez extraordinaire de féminisation de cette profession militaire qui, d'une certaine manière, était restée, sinon le dernier, disons l'un des derniers bastions masculins. Et vous savez à quel point nos armées se sont maintenant féminisées. Il faudrait parler de la première astronaute également, Claudie Aigneret, première femme spationaute, pour parler de ce qui concerne la France, toujours en 1996. Et puis, je n'oublierai pas, bien sûr, en 1991, la première femme chef de gouvernement, c'était Édith Cresson, que je salue si elle nous écoute. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je n'ai pas parlé des pionnières de l'écriture qui, de Louise Labbé à Marguerite Yourcenar, ont joué un rôle non négligeable dans l'émancipation des Françaises. Ce n'est pas une Française que je citerai à ce sujet, mais plutôt une Anglaise qui, en 1929, dans Une chambre à soi, s'interroge sur la place des femmes dans l'histoire de la littérature. Je vais évidemment, vous l'avez compris, citer Virginia Woolf. Je cite Virginia Woolf. La vie pour les gens des 2 sexes est ardue, difficile, une lutte perpétuelle. Elle exige un courage, une force gigantesque. Et plus que toute autre chose peut-être, elle exige la confiance en soi. Sans cette confiance, nous sommes semblables à des bébés dans leur berceau. Et comment pouvons-nous faire naître cette qualité impondérable et cependant précieuse ? En pensant que les autres sont inférieurs à nous, en sentant que nous avons quelques supériorités innées. D'où l'énorme importance pour un patriarche conquérant ou patent dans le fait de sentir que beaucoup d'êtres humains, en réalité la moitié du genre humain, lui sont par leur nature même inférieurs. Les femmes, pendant des siècles, ont servi aux hommes de miroir. Elles possédaient le pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image de l'homme 2 fois plus grande que la nature. Extraordinaire idée qui mériterait d'être infiniment méditée et qui pourrait, d'une certaine façon, faire figure d'explication à ce qui s'est passé pendant des siècles. Pas de justification, bien sûr, mais d'explication quand même. Vous écoutez Radio Classique.